Bienvenue à tous dans cet épisode de Forward Slash. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une perspective un petit peu différente de la campagne présidentielle américaine. Non, je ne vais pas parler de politique. Non, je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'un, de l'autre, ou du troisième ou du quatrième candidat. En fait, on va parler juste de marketing. Et c'est une campagne qui est particulièrement intéressante parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte de quelques petites choses vraiment curieuses dans la puissance de la marque et dans la puissance relative de la marque et des campagnes payantes et des moyens publicitaires qui peuvent être utilisés avec une vue qui est celle d'avoir un résultat à court terme, c'est-à-dire un résultat immédiat. Qu'est-ce que nous avons eu cette année ? Ça a été le changement de candidat pour le Parti démocrate aux États-Unis. Et ce changement de candidat s'est fait à peu près 85 jours, quelque chose comme ça, avant la date de l'élection présidentielle, qui est donc le 5 novembre prochain. On s'est retrouvé donc avec un changement du nom du principal candidat, du candidat à la présidence, et un changement de son colistier, avec l'arrivée de Kamala Harris à la place de Joe Biden comme candidat à la présidence des États-Unis au nom du Parti démocrate, et comme colistier Tim Walz. Et les deux, d'une certaine façon, étaient des personnes inconnues du grand public aux États-Unis ou mal connues, parfois dont on pouvait avoir soit aucune idée, ça c'était le cas de Tim Walz, soit une idée plutôt négative, et ça c'était plutôt le cas de Kamala Harris. Face à ça, le candidat du Parti républicain, quoi qu'on en pense, on peut aimer, ne pas aimer Donald Trump, c'est pas très important dans le contexte de ce qu'on discute ici. Ce qui est un fait, c'est que Donald Trump est une marque, et c'est une marque très claire dans son positionnement. On peut ne pas aimer le positionnement, on peut aimer le positionnement, peu importe. Mais le fait est qu'elle est extraordinairement claire. Et en fait, les campagnes américaines ont toujours été, les campagnes présidentielles ont toujours été pour moi une source d'inspiration, et en stratégie, et en marketing. Ça a été le cas notamment de la campagne d'Obama en 2008, dans laquelle j'avais plongé avec délice pour comprendre un petit peu comment fonctionnait toute la question de la microsegmentation et du marketing de la marque Obama, qui avait commencé à se construire déjà en 2004 avec le fameux discours qu'il avait fait à la Convention nationale démocrate, alors que le candidat du parti était donc John Kerry. Et tout le monde se souvient de ce discours d'Obama dans lequel, pour beaucoup, il était apparu comme un des futurs candidats à la présidence et potentiellement quelqu'un qui avait le charisme nécessaire pour pouvoir devenir président. Et à partir de ce moment-là, a commencé à se construire pour le grand public aux États-Unis, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà, c'est-à-dire pour les électeurs qui étaient ailleurs que dans la région de Chicago, a commencé à se construire la marque Obama. Et on se souvient bien qu'à l'époque, cette marque Obama avait son logo. On avait le O, qui était un peu comme une sorte de soleil levant dans un fond rouge et bleu, qui évoquait bien sûr la symbolique du Parti démocrate, mais qui était une marque en elle-même. Obama cherchait à créer à l'époque un mouvement, et c'est effectivement ce qu'il a créé à ce moment-là. Il a réussi à fédérer un ensemble de sous-segments, de groupes cohérents de l'électorat américain qui, aujourd'hui, est dénommé la coalition Obama. C'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir, et d'arriver au pouvoir d'une manière qui était extrêmement difficile à combattre pour son opposant de l'époque, qui était donc John McCain, avec un positionnement, quelqu'un de très très respecté aux États-Unis, qui avait un niveau éthique absolument remarquable. C'était quelqu'un qui avait traité son opposant avec énormément de respect, qui n'avait pas laissé se dire tout et n'importe quoi. Et souvenez-vous, c'était l'époque où on entendait déjà poindre la petite musique dans cette partie-là du Parti républicain aux États-Unis, avec déjà Donald Trump, dont on entendait un peu les débuts, en politique en tout cas, où c'était la petite musique de savoir si Obama était vraiment né aux États-Unis, s'il était vraiment américain, s'il avait le droit ou pas de se présenter à la présidence des États-Unis, puisque la Constitution américaine prévoit que seules les personnes nées aux États-Unis puissent être candidats à la présidence. Derrière ça, évidemment, se cachait le fait de savoir si un noir pouvait être président des États-Unis. Et on ne pouvait pas dire ça puisque c'était quelque chose qui ne pouvait pas passer dans l'opinion publique. Et donc, l'opposition à quelqu'un, à un Américain, à un Afro-Américain
comme candidat et comme potentiellement président des États-Unis, se maquillait dans cette histoire de certificat de naissance dont on n'est pas très sûr que, ou en tout cas certains disaient qu'ils n'étaient pas très sûrs que Obama était né à Hawaï. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'importance d'une marque déjà à cette époque-là, mais de façon encore plus marquante, on l'a cette année. Pourquoi ? Parce que cette année, on voit arriver une personnalité insuffisamment connue du grand public à l'échelle nationale aux États-Unis, quelqu'un qui était assez connu en Californie, puisqu'elle avait eu un parcours politique aux États-Unis en Californie en tant que procureur donc élu, puisque aux États-Unis on élit le procureur de l'État de Californie, et elle avait une réputation de quelqu'un de très très dur dans sa pratique du droit et dans sa volonté de faire respecter la loi par tout le monde, puissant et pas puissant. Puis elle est devenue candidate à la vice-présidence après avoir essayé d'être elle-même candidate à la présidence pour le Parti démocrate à la fin du premier mandat de Donald Trump, mais sans grand succès. C'est-à-dire que ça ne s'était pas super bien passé pour elle. C'était donc une personnalité dont on connaissait un positionnement très à gauche, un positionnement plutôt caractérisé comme étant progressiste. Donc progressive aux États-Unis, c'est un label qu'aucun candidat ne veut porter depuis la candidature de Walter Mondale en 1984. Et c'est à peu près à cette époque-là que moi j'ai commencé à suivre les élections américaines en détail. Et je me souviens qu'à l'époque, la désignation de Géraldine Ferraro comme étant la première candidate femme donc à la vice-présidence des États-Unis avait déjà été perçue comme un acte plutôt osé et qui était venu renforcer cette image qu'avait le candidat démocrate de l'époque, qui était donc un monsieur qui s'appelait Walter Mondale. Walter Mondale avait été le vice-président de Carter dans les années 1976 à 1980, c'est-à-dire le mandat de Jimmy Carter. Et il avait été le candidat du Parti démocrate en 1984 face à Reagan qui briguait à ce moment-là sa réélection. Reagan était une marque très connue, c'était quelqu'un qui était très clairement positionné comme étant anti-intervention de l'État dans l'économie, qui disait le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème, le secteur public n'est pas la solution, c'est le problème. Il avait lancé à ce moment-là tout le mouvement de la dérégulation sur lequel il s'était très très bien entendu avec Margaret Thatcher en Europe et qui a profondément marqué les États-Unis avec le démantèlement d'une série de lois qui étaient héritées de l'époque de Roosevelt, des lois que personne n'avait osé toucher jusque-là. Et donc, le pari du Parti démocrate à ce moment-là, c'était que positionner un candidat labellisé comme un candidat de progrès, un candidat qui allait être proche des thèses historiques du Parti démocrate, serait la carte gagnante face à Reagan, dont la politique avait beaucoup choqué tout l'électorat classique du Parti démocrate. Dans cette campagne-là, Walter Mondale, qui était moins connu ou qui était peut-être une marque plus faible, si on peut le dire comme ça, par rapport à Reagan, n'avait pas réussi à faire passer son positionnement comme étant quelque chose de désirable pour le pays. Et c'est à cette époque-là que le Parti démocrate a perdu une partie de ses soutiens dans le sud des États-Unis, ceux qui sont devenus plus tard les démocrates dits conservateurs, les démocrates pas tout à fait démocrates, des démocrates qui veulent bien un certain degré de progrès, mais qui ne sont pas d'accord avec les thèses les plus contestataires ou les thèses qui remettaient le plus en cause l'ordre social aux États-Unis. Et la campagne donc de Walter Mondale s'était soldée par un échec absolument cuisant où Reagan avait été réélu en 1984. Plus tard, la campagne suivante, le Parti démocrate avait nommé Michael Dukakis, qui avait, lui, eu un pic de popularité qui s'était installé dans le courant de l'été, mais qui s'était complètement effondré après le mois d'août 1988, parce que Dukakis était lui aussi perçu comme étant très à gauche.
il avait réussi... En fait, son échec à lui, ça avait été de ne pas avoir réussi à répondre, à défendre son nom, à défendre sa marque, à défendre sa candidature dans le débat public, puisque il avait laissé notamment l'affaire Willie Horton polluer sa campagne. L'affaire Willie Horton, c'était l'affaire qui était celle d'une récidive de crime, un horrible viol commis par quelqu'un qui s'appelait Willie Horton et qui avait été libéré des prisons du Massachusetts sur application d'une législation de clémence ou de peut-être d'une vision moins carcérale de ce que devaient être les peines ou d'une manière d'envisager la justice qui avait été celle de Dukakis en tant que gouverneur du Massachusetts. Et comme au beau milieu de la campagne, il y avait une récidive d'un criminel qui était sorti plus tôt que prévu de prison, eh bien, ça avait permis à la campagne des Républicains, avec George Bush père à l'époque, de définir la marque Dukakis comme étant une marque de laxisme judiciaire et comme étant une marque qui allait causer du tort et qui allait causer une sorte de déliquescence des valeurs traditionnelles de l'Amérique. Et à cette époque-là, ça avait été aussi un échec absolument patent. Toujours dans la logique des marques, l'année suivante, enfin la présidentielle suivante en 92, c'était toujours Bush père qui avait été président et qui briguait sa réélection, qui voulait renouveler son mandat. Il avait face à lui un candidat qui était issu d'une campagne interne du Parti démocrate qui avait été assez mouvementée, qui avait porté atteinte à son image aussi parce qu'il avait été accusé par un de ses concurrents démocrates d'être particulièrement corrompu, d'avoir mal utilisé des fonds publics, enfin le genre de choses qui passent vraiment pas forcément bien aux États-Unis, en tout cas qui à l'époque passaient vraiment très mal. Mais à cette époque-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait sur la campagne américaine 3 noms, dont un était très connu. Bush était très connu, c'était le président en place, c'était quelqu'un qui a été dans la vie publique américaine depuis plus d'une vingtaine d'années. On avait un jeune gouverneur de l'Arkansas qui était Bill Clinton, dont on ne connaissait pas grand-chose, mais qui avait un charisme fou, qui avait notamment été sur MTV jouer du saxophone, ce qui avait beaucoup frappé à l'époque, et qui lui donnait un positionnement comme ça, une perception de quelqu'un ou d'une proposition, d'une marque plutôt cool, plutôt proche des gens, plutôt pas coincé, alors que Bush père passait pour un peu coincé quand même. Et Clinton avait réagi, était un peu la réaction du Parti démocrate à ces 2 campagnes précédentes qui avaient été des échecs, et où si déjà au moment de l'échec de Walter Mondale, le label d'être progressiste aux États-Unis était remis en cause, avec l'échec de Dukakis, ça avait été la fin des haricots. Aujourd'hui, personne ne veut porter le label progressive aux États-Unis. C'est quasiment devenu une insulte. En tout cas, les républicains l'utilisent comme tel. Et les démocrates, aucun démocrate aujourd'hui, mis à part l'aile plus franchement radicale du Parti démocrate, ne le revendique. Aujourd'hui, les gens qui revendiquent le label de progressive aux États-Unis, c'est des gens comme Bernie Sanders, comme Elizabeth Warren, qui sont positionnés très à gauche dans le Parti démocrate. Un Parti démocrate qui a été d'ailleurs ramené au centre par Clinton en réaction à cette perception ou à ce diagnostic que le public américain ne voulait absolument pas de ce positionnement-là, qu'il était hors de question d'imposer des systèmes socialistes, collectivistes, communistes aux États-Unis, que ce n'était pas ça la recette du succès de l'Amérique. Et donc, cette campagne de 1992 était celle d'un démocrate qui ne se revendiquait pas franchement des valeurs qui avaient traditionnellement été celles des démocrates, celle de la remise en cause de l'ordre établi, celle de la volonté de créer des opportunités pour les moins bien lotis, de redistribuer le plus possible, etc. Il avait recentré sa campagne, mais cette année-là, on avait aussi une 3e personnalité qui s'était présentée, qui était un monsieur qui s'appelait Ross Perot, qui était un entrepreneur à succès, qui avait fait sa fortune dans l'informatique, qui était positionné donc comme un self-made man, comme
un businessman à qui on pouvait espérer confier les leviers de l'État pour qu'il remette de l'ordre dans les finances publiques qui étaient déjà en mauvais état. Donc, d'une certaine façon, Ross Perot est une personnalité qui préfigurait un petit peu le cas Trump, puisque aujourd'hui Trump, comme en 2016 d'ailleurs, bénéficie d'une image extrêmement positive aux États-Unis parce qu'il est perçu comme étant un entrepreneur qui a très bien réussi. Peu importe qu'il ait fait faillite plusieurs fois, l'échec n'est pas forcément quelque chose qu'on va pénalisé en tant que tel aux États-Unis. De toute façon, lui se revendique comme ayant des milliards et comme ayant réussi à accumuler une fortune de plusieurs milliards. Il parle régulièrement de sa valeur financière et donc il est perçu comme ayant réussi dans les affaires et à ce titre comme compétent pour gérer et l'économie et les finances publiques des États-Unis. Ça, c'est le point commun entre Ross Perot et Trump, mais pour le reste, c'est des personnes très très différentes. Il se trouve qu'en 1992, dans la campagne américaine, la marque Ross Perot avait capté une partie du public qui autrement aurait voté pour le père Bush. Bush père perdit les élections à cette époque-là. Clinton est devenu président. Et puis on sait ce qu'a été la suite avec l'installation de la marque Clinton, la réélection de Clinton, avec un agenda très centriste, avec un mouvement à l'époque qui avait été aussi celui qui avait porté Tony Blair au pouvoir en Grande-Bretagne. Et donc, on s'est retrouvé dans des années qui ont été des années assez prospères, fin de la guerre froide, plutôt des années perçues comme optimistes et peut-être assez insouciantes. Les années sont passées, on se retrouve donc avec un début du XXIe siècle qui a été marqué par les attentats des deux tours à New York, et puis des campagnes présidentielles qui ont été plus clivantes et plus clivées, plus difficiles, dans lesquelles la question de savoir si on était un Américain fiable, un bon Américain, un bon patriote est devenue très très centrale pour les deux partis, avec tout ce que ça suppose de crispation peut-être. Et cette année, donc, on se retrouve avec ces deux candidats qui sont un peu les héritiers de toute cette ligne-là que je viens de retracer depuis 1984. Donc, on comprend mieux, peut-être en voyant la détérioration du label progressiste aux États-Unis, ou en tout cas le fait que ça fait maintenant une quarantaine d'années que personne ne veut porter cette caractérisation-là, depuis l'époque de Mondale en 1984. Il était très difficile donc à Kamala Harris de continuer à être perçue comme étant très libérale au sens américain du terme, très progressiste sur des questions sociales. Et donc elle a très rapidement dû se définir, elle a dû positionner sa marque comme étant pas forcément ce qu'elle avait dit en 2020 d'ailleurs sur ce qu'il fallait faire ou pas de la police, sauf qu'elle n'avait pas beaucoup le temps. Et qu'elle n'avait pas beaucoup le temps, elle, avec une notoriété nettement moins grande que celle de Trump, un positionnement qui n'était pas très très clair pour tous les Américains. Elle avait 85 jours pour s'installer. Elle a fait le choix d'un candidat à la vice-présidence qui n'était pas beaucoup plus connu qu'elle, mais qui avait la qualité d'être très proche du public visé, donc de l'électeur américain moyen, et qui avait l'atout d'avoir réussi un certain nombre de mesures dans son État du Minnesota qui avait reçu plus ou moins l'assentiment de tout le monde, y compris des républicains de cet État-là. Donc on se retrouve vraiment dans un moment très particulier parce que à 85 jours de l'élection cet été, on avait d'un côté une marque connue, celle de Donald Trump, dont on comprend très très bien comment elle est positionnée, avec cette idée que c'est un businessman, capable de gérer de l'argent, capable de gérer l'économie, capable de gérer les entreprises. C'est en tout cas la perception qu'en ont ses électeurs. Aussi quelqu'un qui est perçu comme étant très anti-système, très pour le peuple qui n'est pas toujours bien servi par le système américain. On lit bien tout ce positionnement-là qui est le positionnement qu'on qualifie de populiste classiquement, ou en tout cas qui est cette idée qui se manifeste dans plein de scènes politiques à travers le monde. Mais aux États-Unis, c'est extrêmement prévalent parce qu'en réalité, depuis 2016, et c'est en fait un phénomène qui est plus ancien que 2016,
on se rend compte, on prend conscience du fait qu'il existe une masse de population aux États-Unis qui, en fait, n'a plus les avantages de ce qu'était l'économie pré-digitale, internationalisée, globalisée des années, fin des années 80 et des années 90, le mouvement qui a été entamé, en fait, par Reagan. Il a créé de nouvelles choses, il a créé une nouvelle économie, une économie très interconnectée avec le reste du monde pendant de longues années. C'est beaucoup moins le cas depuis 2016. On a vu les restrictions qui ont été celles du gouvernement Trump et qui ont tout à fait continué sous Biden. Et donc, on a toute une masse de population qui, en fait, ont été un peu les laissés pour compte de ce mouvement-là, qui n'ont bénéficié ni de la financiarisation de l'économie, ni de la globalisation de l'économie, qui ont été un petit peu oubliés, peut-être un petit peu abandonnés, qui ont historiquement beaucoup soutenu le Parti démocrate, en fait, puisqu'il y avait là des cols bleus, il y avait là des travailleurs agricoles, il y avait là un public qui était historiquement plus typique du Parti démocrate. Le Parti démocrate s'est tourné plus vers les diplômés, vers les classes moyennes supérieures, est devenu perçu en tout cas comme plus élitiste. C'est plus facile peut-être de lui faire le procès de l'élitisme aujourd'hui. Et donc le résultat net, c'est que cet été, on a eu d'un côté une marque très connue, très bien positionnée, très claire, qui est celle de Donald Trump, et de l'autre côté, deux personnes inconnues qui devaient se définir, et dont le premier défi a été de ne pas se laisser définir par leurs opposants, et ça, ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire qu'ils ont évité le piège qui avait été celui dans lequel était tombé Michael Dukakis en 1998. Ils ont réussi, les deux, à se faire connaître pour quelque chose qui était plutôt désirable, en tout cas plutôt sympathique aux yeux de l'électeur américain, avec un tour de force qui a été celui de Kamala Harris de passer aussi pour la candidate du changement, et une espèce de retournement de table, de retournement de jeu, un coup d'aïkido, un coup de judo par rapport à Trump, qui tout d'un coup devenait le candidat âgé. Mais ce qu'on constate, c'est que ce pivot du Parti démocrate et ces premiers succès de positionnement de Kamala Harris pour installer sa marque, ça a été un peu difficile. D'une part, parce qu'on n'installe pas une marque en 85 jours. Obama a mis 4 ans pour créer la marque Obama, qui ensuite a été la marque victorieuse de la campagne de 2008 et de celle de 2012, avec les méthodes aussi qui allaient bien pour ça. La première fois qu'on a utilisé vraiment de la micro-segmentation, avec un argumentaire politique autour d'une plateforme politique, autour d'un agenda politique clair, mais un argumentaire qui allait être particularisé même par zone d'un État ou par zone d'une ville. Il y avait des argumentaires différents selon qu'on était New-Yorkais, qu'on allait parler à ses grands-parents qui passaient leur retraite en Floride, différent de ce qu'on allait développer comme discours vis-à-vis de ses voisins de la 5e avenue, qui n'était pas le même discours qu'on avait dans une autre partie, Hell's Kitchen ou autre chose, dans l'État de New York ou dans la ville de New York, qui n'était pas le discours qu'on allait avoir plutôt dans la partie rurale de l'État. Pareil, dans tous les autres États, ça avait été un travail de micro-segmentation extrêmement minutieux et une stratégie de campagne brillamment pensée, brillamment coordonnée, brillamment exécutée, avec à l'époque David Axelrod, qui est probablement un des plus grands stratèges des stratèges politiques de campagne aux États-Unis. Kamala Harris n'avait pas ça. Elle n'avait pas sa marque. Elle n'était pas forcément bien positionnée. Elle devait fédérer les grands acteurs de son parti pour sécuriser sa nomination, tout en veillant à se positionner comme c'était souhaitable pour espérer avoir une chance dans cette campagne. Et au début, tout ça a plutôt bien fonctionné. Mais à partir d'un certain moment, ça a commencé à s'essouffler, principalement parce que c'était difficile pour elle de clarifier son message économique. C'est-à-dire que son message économique, qui s'est initialement axé sur la notion de justesse des prix des grandes sociétés de consommation aux États-Unis, qu'elle accusait de faire des super profits, d'abuser un petit peu de leur position pour imposer des prix injustes à l'égard du consommateur américain. Et aux États-Unis, on se demande toujours
comment ce problème-là peut être résolu. Et la mauvaise réponse aux États-Unis, c'est de dire qu'on va réguler les choses par l'État, parce que c'est toujours un gros mot. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas une bonne idée si on a envie de gagner une campagne électorale aux États-Unis aujourd'hui que de dire qu'on va régler un problème de marché par une intervention de l'État. Ça ne marche pas très très bien. À ça, c'est ajouté la question de savoir comment elle se décalait par rapport à Biden, avec toute la difficulté qui est de savoir si un vice-président doit beaucoup se décaler ou pas beaucoup se décaler, puisque tout le monde a en mémoire dans la politique américaine le cas d'Al Gore, qui s'était décalé beaucoup de son président, du président qu'il avait servi en tant que vice-président, qui était Bill Clinton, donc en 2000. Et c'était tellement décalé, sur des questions d'ailleurs qui étaient des questions de morale. Gore avait été assez choqué par l'affaire Monica Lewinsky et par une série d'autres affaires qui avaient été reprochées à Clinton et à son épouse. Mais son décalage, à l'époque, lui a été fatal, puisqu'il, lui-même n'ayant pas forcément une marque forte, n'ayant pas forcément le charisme et n'ayant pas forcément un positionnement toujours très très clair, s'était retrouvé à perdre des États qu'il n'aurait pas dû perdre, à commencer par le sien. Et puis on s'était retrouvé après dans le drame du décompte et du redécompte des voix en Floride. Donc tout ça pour dire qu'en fait un vice-président a toujours un petit peu de mal pour savoir comment il va se décaler, mais certains y arrivent très bien. Biden a très très bien réussi à se décaler par rapport à Obama, dont il passe à la moulinette assez régulièrement certaines des politiques en se décalant lui de ce qu'avait fait Obama à l'époque alors qu'il était son vice-président. Pour Kamala Harris, c'est évidemment plus difficile parce qu'il y a un peu moins le recul du temps, aussi parce qu'elle ne voulait pas être perçue comme étant un peu une sorte de traître à la cause ou au président qu'elle avait servi jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui a été tout à fait utilisé par la campagne de Trump. Une campagne qui, d'ailleurs, pendant un moment, a soulevé moins d'enthousiasme, et elle en soulève peut-être toujours pas dans le grand public, mais beaucoup dans ses propres partisans, et une campagne qui a eu du mal même à lever des fonds pendant un moment. C'est-à-dire que juste après la désignation de Kamala Harris, juste après le congrès du Parti démocrate, la différence de levée de fonds entre la candidate démocrate et la campagne de Donald Trump était de 1 pour 5. On avait un écart de 1 pour 5 et c'était par dizaines de millions que la campagne Harris arrivait à collecter de l'argent. Et donc, cela lui a permis d'acheter beaucoup de médias. Et c'est là que ça devient très, très intéressant du point de vue marketing, parce qu'au-delà de la clarté de positionnement de la marque, on se retrouve aussi avec une candidate pas très connue, ou en tout cas qui n'a pas une marque forte, qui se retrouve avec beaucoup d'argent et qui peut donc acheter du média pour pousser sa candidature. Et de l'autre côté, un candidat qui a une marque plutôt très forte, mais qui ne lève pas autant de fonds. Et aux États-Unis, c'est très, très important de lever des fonds. Une campagne présidentielle aux États-Unis, ça peut vite coûter beaucoup de milliards de dollars. C'est pas donné. Je crois que, de mémoire, la campagne 2008 d'Obama avait été 700 ou 800 millions, et puis que depuis, on a allègrement dépassé le milliard. Et je ne serais pas surpris que cette année, on dépasse largement les 2 milliards de dépenses de campagne juste pour acheter du média et positionner la proposition de chacun des 2 tickets. Donc, pendant cet été, ce qu'on a connu entre juillet et maintenant, c'est d'un côté une marque très claire, celle de Trump, qui joue sur sa marque, qui accentue d'ailleurs tout ce qui la caractérise au point de se mettre à dos les stratèges de sa campagne qui auraient voulu le voir modérer certains de ses propos, revenir plus au centre, parler à plus de monde, devenir plus accessible et un peu moins marqué, un petit peu moins clivant. Et lui a fait exactement l'inverse, et on va voir que c'était très malin. On peut penser ce qu'on veut de Trump. La chose qui est certaine, c'est qu'il n'est pas complètement idiot. Ça, c'est une chose absolument certaine. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec ses thèses, mais c'est quelqu'un qui sait vendre. Et ça, c'est incontestable. Il sait vendre. Il n'est pas toujours très honnête, mais il sait vendre. Et commettent une erreur tous ceux qui se limitent à porter des anathèmes anti-Trump comme si c'était l'espèce de Graal pour se faire élire. Ça, c'est le gros péché de la campagne de Kamala Harris, c'est de s'être beaucoup trop appuyé sur
la détestation de Trump ou sur la peur que peut susciter une deuxième présidence Trump pour, elle, se faire élire. Et je pense que ce n'est pas une stratégie qui marche. Je pense que c'est une stratégie qui pourrait assez facilement s'avérer perdante d'ici quelques semaines. Je ne sais pas ce qui se passera à l'arrivée. En tout cas, ce qui est très très clair, c'est que la marque Trump est très claire, que la marque Harris l'est beaucoup moins, et que la dépense publicitaire côté démocrate aurait dû conduire à la construction d'un écart de quelques points au moins en faveur de la candidate démocrate, parce que c'est vraiment des montants très très différents qu'on avait de part et d'autre. Donc la campagne Trump a été forcée de concentrer ses moyens financiers sur quelques États qui sont des États critiques pour elle, certainement la Pennsylvanie, certains des États de ce qu'on appelait à une époque le mur bleu, le Blue Wall du nord-est des États-Unis, certainement la Caroline du Nord et certainement la Géorgie, sans doute aussi l'Arizona et le Nevada qui sont en jeu. Et donc, on s'est retrouvé avec, d'un côté, une marque forte qui avait un peu moins de moyens, de l'autre côté, une marque nettement moins forte, voire une marque faible, qui avait significativement plus de moyens. Et ce que l'on voit, c'est que c'est très, très difficile de battre une marque forte, très positionnée, juste avec de l'argent. Trump a été très, très bon dans le fait d'accentuer ce qui fait sa marque. Il n'a pas accepté la stratégie que proposait son staff, qui était de dire évitons les sujets qui fâchent, restons sur les sujets sur lesquels on est fort, parlons plutôt d'économie, parlons plutôt de sécurité, parlons plutôt de gestion de l'immigration, là où la candidature de Trump est essentiellement plus forte. Et en fait, Trump a fait un peu de ça, mais il a surtout fait un peu des siennes, comme d'habitude, et il a continué à dire ce qu'il avait à dire, à susciter la polémique, à préférer que l'on parle de lui plutôt qu'on ne parle pas du tout de lui, à causer le débat, y compris sur des sujets totalement ridicules, comme cette histoire de migrants dans l'Ohio, de migrants d'Haïti qui mangeaient les animaux domestiques des habitants de l'Ohio, de Springfield en Ohio. Mais le résultat net, c'est que Donald Trump a renforcé sa base, renforcé sa marque, confirmé qu'il avait ce positionnement dans lequel non seulement il est anti-establishment de Washington, mais en plus de ça, il n'écoute même pas ses propres stratèges qui sont en fait les gens qui baignent dans le marigot de la politique américaine depuis longtemps et lui montre quelque part qu'il n'en a rien à faire et qu'il est cette marque de contestation. Et d'ailleurs, une marque dans laquelle il a très très bien perçu une valeur importante qu'il a dite explicitement. Il se positionne comme étant l'instrument de la vengeance de tous ceux qui sont les laissés pour compte de la politique économique menée depuis 40 ans, de cette ouverture au monde, de cet interventionnisme, de cette idée qu'en fait on s'occupe des autres avant de s'occuper des bons Américains, d'où le positionnement de MAGA et de l'Amérique d'abord et avant tout le monde. Et ça marche. Et ça marche y compris quand Trump raconte des bêtises et qu'il raconte des choses qui sont fausses. Ce que l'on sait, c'est que des choses qui sont fausses, si elles sont répétées suffisamment souvent, créent à minima le doute que peut-être elles pourraient être vraies et par la répétition s'établissent comme étant vraies ou comme étant suffisamment vraies pour que les autres s'en occupent. Et donc l'agenda est défini par celui qui raconte la chose un peu outrancière qui ne correspond pas à la réalité. Donc Trump a très très bien manié tout ça. C'est un manipulateur de première espèce. D'ailleurs, c'est un vendeur extraordinaire. Je crois que c'est un très très bon marketeur. Il a très très bien défendu sa marque et il est aujourd'hui dans une position qui semble trop forte pour que quiconque puisse penser que la campagne serait déjà jouée. C'est loin d'être le cas. Les derniers chiffres sont assez intéressants. On a vu notamment des chiffres qui, de façon très approximative, laissent penser qu'en fait Kamala Harris est dans une position extrêmement difficile. On sait qu'aujourd'hui, 52% des électeurs américains vont voter avant le jour de l'élection, soit par courrier, soit en se déplaçant. Il y a différentes procédures dans différents États des États-Unis. Il y en a seulement 3 dans lesquelles
On ne peut pas voter à l'avance. C'est le New Hampshire, l'Alabama et le Tennessee, si je me souviens bien. Mais pour l'écrasante majorité des États, c'est possible de voter à l'avance. Donc, en fait, les chiffres sont intéressants parce que 52% des Américains vont voter à l'avance, 48% vont voter le jour même. Dans le groupe de ceux qui votent en avance, Kamala Harris a 17 points d'avance sur Donald Trump. Dans le groupe de ceux qui vont voter le jour même, Donald Trump a 21 points d'avance sur Kamala Harris. Quand on fait la moyenne pondérée de 52% sur lesquels Kamala Harris a 17 points d'avance et des 48% sur lesquels Donald Trump a 21 points d'avance, on se rend compte que dans le vote populaire, mesuré sur cet échantillon-là, mesuré sur ce chiffre-là, en fait, Kamala Harris a un déficit de 1,23%. C'est dans la marge d'erreur, bien sûr, mais c'est loin d'être les 5 à 6% dont a besoin un candidat démocrate pour espérer remporter une élection présidentielle aux États-Unis, puisqu'il ne faut pas juste remporter le vote populaire, il faut s'assurer les grands électeurs, et c'est loin d'être le cas. Raison pour laquelle, d'ailleurs, récemment, on a vu un grand intérêt du colistier de Kamala Harris pour aller faire campagne dans le Nebraska, dans le district d'Omaha, qui est l'endroit où les démocrates obtiennent un grand électeur de l'État du Nebraska. Et donc, ça pourrait être l'électeur critique, le grand électeur critique qui ferait arriver la campagne des présidentielles américaines à la petite majorité qui ferait passer éventuellement Kamala Harris devant Donald Trump. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est pas très très bien parti et que c'est probablement une belle démonstration de la puissance d'une marque forte. Voilà, je vous laisse.